Bonjour à tous et merci d'être là pour cette conférence de Victoria Suite. Je m'appelle Anne Barofio, je suis professeure à l'unité de développement et de recherche en éducation médicale. Et j'aimerais commencer par remercier les personnes grâce à qui on a pu inviter Victoria Suite, qui sont nos sponsors. Tout d'abord, les Hugues, au travers de leur directeur médical, le professeur Arnaud Perrier, mais aussi la Fondation pour la recherche médicale, grâce au doyen de la faculté de médecine Henri Bounamo, et finalement, l'organisation absolument parfaite de Alexandra Mandofia. Donc merci à eux tous. Maintenant, j'aimerais vous présenter Victoria Suite. Victoria Suite est une personne très particulière. Elle est médecin, mais aussi historienne. Et elle a entamé au cours de sa carrière une réflexion qui l'a amenée peu à peu au concept de slow medicine. Ses expériences personnelles avec ses patients, mais aussi l'expérience qu'elle a eue dans les hôpitaux dans lesquels elle a travaillé, en particulier un hôpital très particulier à San Francisco, le Laguna Honda, un hôpital basé sur le modèle des hôtels-dieux du Moyen-Âge, mais tout en ayant accès aux technologies de pointe. Puis ensuite, l'hôpital qui l'a remplacé, qui lui était basé sur les principes modernes du healthcare. Et ces expériences l'ont amené à questionner justement ce système basé sur une soi-disant efficacité. Cette réflexion s'est enrichie lorsqu'elle a entamé une thèse sur la vie d'une soignante et savante très renommée au Moyen-Âge, au XIIe siècle, qui s'appelle Hildegard von Bingen et qui a elle-même écrit de nombreux textes sur l'art de soigner. Elle a continué aussi son cheminement, au sens propre du terme, en allant chaque été le long du chemin de Compostelle. Elle l'a fait entièrement, ce qui lui a permis de mûrir toutes ses réflexions. Elle est ainsi devenue une pionnière du mouvement de la slow medicine. Son message est simple. C'est que finalement, si on prend le temps qu'il faut avec les patients pour trouver le bon diagnostic, on les soigne bien mieux et ça coûte moins cher. Conséquence, prendre plus de temps est plus efficace et coûte moins. Si Victoria Suite et d'autres se soucient de prendre le temps avec les patients, ceci est aussi vrai chez nous. Et j'ai trouvé important de donner la parole avant Victoria Suite au directeur médical de l'hôpital, Arnaud Perrier, puisqu'il y a un projet chez nous, là autour aussi, et j'ai trouvé important que vous en soyez informés. Arnaud, je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup Anne, bonsoir. Je vous rassure, je serai très bref, ce n'est pas moi que vous êtes venu entendre, mais c'est vrai que c'est un très grand plaisir et c'est un honneur d'accueillir Victoria Suite en partenariat avec la faculté de médecine de l'Université de Genève, puisque la slow medicine, qu'on pourrait traduire très librement par une médecine qui prend le temps, fait l'objet d'un projet prioritaire dans le cadre du plan stratégique des HUG, et ce projet, nous l'avons baptisé « Plus de temps pour les patients ». L'hôpital moderne, ce n'est un secret pour personne, est sous une pression constante, la pression du temps sur les soignants, sur les patients. Et cette pression, il faut bien le dire, n'est pas toujours liée à des tâches qui sont directement liées à nos missions de soins. Je mentionnerai évidemment le poids toujours plus lourd de ce qu'on appelle la documentation clinique. Et vous savez qu'aujourd'hui, un soignant, un médecin passe beaucoup de temps devant un écran d'ordinateur et malheureusement beaucoup trop de temps avec en plus un clavier. Dans ce contexte, tous risquent d'être frustrés, les patients bien sûr, mais aussi les soignants. La médecine, c'est toujours une interaction, c'est une rencontre humaine entre des personnes et quand on rate ce rendez-vous, les soignants en souffrent aussi. Nous sommes donc en train de repenser au HUG le travail dans les services. Et pas n'importe comment, nous le faisons vraiment avec les personnes qui travaillent sur le terrain, toutes les personnes, les soignants, les aides-soignants, les infirmières, les infirmiers, les pluriprofessionnels de santé, les médecins, le staff administratif des unités de soins, qui ensemble réfléchissent à leur manière de travailler, beaucoup trop souvent en silo, et repensent leur organisation, dans le but de retrouver du temps
pour les patients et remettre le patient au centre des soins, en refaire un vrai partenaire de ces soins et non pas quelqu'un qui est livré à la médecine. Et très concrètement, ça débouche sur toute une série de modifications que je ne détaillerai pas, mais qui seront peut-être reprises dans la discussion. Bien sûr, réformer le fonctionnement au quotidien d'un hôpital de plus de 1000 lits, c'est un pari très ambitieux et très franchement, nous ne savons pas encore jusqu'où ça va nous mener, ni si nous allons réussir, mais nous y croyons. Alors, c'est très important pour nous de pouvoir bénéficier de la richesse d'expérience et de la réflexion de quelqu'un comme vous, Victoria Sweet, et c'est pour nous un encouragement et une source d'inspiration. Nous nous réjouissons de vous écouter. Bonsoir tout le monde. Merci pour ayant invité et être ici. Et moi, je vais vous expliquer ce que j'entends par slow medicine. For the rest, I'll speak in English, but at the end. Pour le reste, je vais parler en anglais, mais n'hésitez pas à la fin à me poser vos questions et à faire vos commentaires en français. J'aimerais remercier le professeur Anne Barofil. Ah, je pensais que mon micro fonctionnait. Vous m'entendez mieux? Donc il n'y a pas que le micro-cravate. Bien, alors je vais reprendre. J'aimerais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité. J'aimerais tout particulièrement remercier Anne qui a organisé une manifestation fantastique ce matin et qui m'a donné l'occasion de parler d'un projet qui me passionne. Le docteur Perrier vient d'expliquer de manière excellente ce qui se passe et la direction que nous devons suivre. Ce que j'aimerais faire ce soir, c'est essayer de vous parler de ce qui m'a fait aboutir à cette idée de la médecine lente, la slow medicine. Je ne suis pas le seul médecin à être arrivé à cette idée. Il y en a tout un autre qui ont été intéressés par cette idée, notamment en Italie, où c'est une extension évidente du mouvement slow food. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ma propre version de ce qu'est la médecine lente. Je vais vous dire un petit peu qui je suis. Je vais vous parler un petit peu de l'hôpital assez inhabituel dans lequel j'ai pratiqué et ce que ces patients m'ont appris. Enfin, je vais finir avec le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle et comment cela a affecté ma manière de m'occuper de mes patients. Je vais parler pendant environ 42 minutes, ce qui devrait nous laisser un petit peu de temps pour voir comment mettre en œuvre plus de temps pour les patients. La première chose que vous devez savoir, c'est que je ne suis pas un médecin né. Quand j'étais petite, je regardais pas les séries médicales, ça m'intéressait pas les maladies, les gens malades. Et lorsque j'ai dit à mes parents que j'allais entrer en faculté de médecine, ils étaient absolument choqués. Et ce qui s'est passé, c'est que au cours de ma dernière année au college, je me suis intéressée aux travaux de Jung. C'était un petit peu par hasard que je suis tombée sur ces livres dans une librairie, mais j'ai adoré cela. J'ai trouvé sa vie fascinante. Il habitait près d'un lac en Suisse. Il voyait des patients nordiques le matin et écrivait l'après-midi. Je trouvais que c'était une manière extraordinaire de vivre sa vie. Voilà la maison dans laquelle il vivait près du lac de Zurich et c'est exactement ça que je voulais faire à l'âge adulte. Et c'est ce qui m'a amenée à la faculté de médecine. Mais j'ai aimé la faculté de médecine bien plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai notamment adoré les 2 dernières années, les années cliniques au moins aux États-Unis, le moment où on finit par consulter les patients. Je devais écouter ce que me disaient mes patients, mais également les non-dits. Il y avait l'examen physique, comment essayer de deviner ce qui n'allait pas en regardant son corps, en le palpant. Il fallait décider quels examens laboratoires, quelle radiologie prescrire, tout rassembler, tout intégrer pour en arriver à une ordonnance.
Je trouvais ça génial. J'ai été interne en psychiatrie, mais j'ai trouvé ça assez décevant. L'hôpital dans lequel j'ai travaillé avait un service psychiatrique fermé. Les patients n'avaient rien à voir avec ceux de Jung. Ils étaient très psychotiques et les psychotropes qu'on leur donnait fonctionnaient bien mieux qu'une quelconque thérapie. Et donc, après avoir obtenu ma licence de médecine, j'ai arrêté mon internat et je suis allée pratiquer la médecine. Je travaillais dans une clinique de comté et dès qu'il y avait une rumeur de guerre, je voyais des patients de cette partie du monde. On voyait des vagues d'immigrés avec des langues et des cultures différentes. Dans cette clinique, j'ai vu tous les parasites qui existent sur la Terre. La lèpre, à quelques kilomètres de l'université de Stanford. J'ai vu des cancers très bizarres, des maladies très inhabituelles. Et j'ai fini par me rendre compte que j'aimais la médecine et je suis donc retournée faire un internat en médecine interne. In fine, je me suis rendu compte que plus je pratiquais la médecine, plus j'étais impressionnée par sa méthode logique qui permet d'aboutir à un diagnostic et donc à un traitement. Mais j'étais de plus en plus impressionnée aussi par ce qui était exclu de la médecine, à savoir tout ce qui n'était pas logique. Et donc après un moment, j'ai essayé de chercher un modèle plus inclusif. Je me suis tournée vers la naturopathie, l'homéopathie, les médecines naturelles, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique. Il s'agissait de systèmes très impressionnants et pendant un temps, je me suis même dit que j'allais apprendre le sanskrit, voire le chinois, pour mieux les comprendre. J'ai fini par me dire que même si j'arrivais à apprendre la langue, leur culture différait bien trop de la mienne. Et j'étais arrivée à ce stade dans ma vie et un jour à la bibliothèque, j'ai découvert un livre qui m'a surpris. Et ça s'appelait La médecine de Hildegard von Bingen et venait d'être traduit du latin en allemand et de l'allemand en anglais. Dans l'introduction, j'ai appris que Hildegard était une nonne allemande du XIIe siècle. Elle avait également été une mystique, une visionnaire, une compositrice, mais également une praticienne de la médecine. Elle avait écrit ce livre et en le lisant, j'étais de plus en plus intriguée. La médecine de Hildegard, c'était pas du tout les superstitions auxquelles je m'attendais d'un texte médiéval. C'était un vrai texte médical avec des vrais patients, des maladies que je pouvais reconnaître. Mais il se fondait sur un modèle complètement différent du corps que celui que je connaissais, moi, le médecin occidental. J'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui était différent. C'était assez similaire à la médecine ayurvédique ou la médecine chinoise. Je me suis dit que c'était peut-être la pièce manquante que la médecine occidentale avait exclue. Et donc, je me suis dit à ce stade que je voulais retourner à l'école et obtenir une thèse sur l'histoire de la médecine en me concentrant sur Hildegard von Bingen. Mais je ne voulais pas arrêter ma pratique. C'est comme ça que j'ai atterri à l'hôpital de la Kunda Honda. C'était le seul endroit qui me laissait pratiquer la médecine à temps partiel. Lorsque j'ai vu cet hôpital pour la première fois sur une colline à côté de l'océan, j'étais très impressionnée. Cela ressemblait à un monastère médiéval du XIIe siècle avec des murs couleur crème, un toit en briques rouges, un beffroi. Après mon entretien, le directeur m'a fait visiter le site. C'était énorme, 62 hectares 10 hectares de terre en plein milieu de San Francisco. À l'époque, il y avait près de 1200 patients. Elle m'a montré les services à la Florence Nightingale, la salle d'opération, le salon de coiffure qui semblait tout droit sorti des années 50 et la chapelle qui ressemblait à une petite église, des bancs en bois verni et des stations du Christ tout le long. Ensuite, on est sorti. Elle m'a montré tout ce qu'il y avait dehors.
notamment le potager, où les patients pouvaient faire pousser des légumes. Il y avait également le poulailler. Et puis on est retourné dans son bureau et elle m'a offert le poste. Alors bon, moi j'étais pas 100% sûre, cet hôpital ne ressemblait à rien que je connaissais, à rien qui était imaginable. D'un autre côté, c'était le seul endroit qui me permettait de pratiquer la médecine à temps partiel. Alors je me suis dit, je vais essayer pendant 2 mois et j'ai fini par y rester 20 ans. En effet, c'est un endroit fantastique où pratiquer la médecine. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'origine, c'était l'Hôtel-Dieu de San Francisco. C'est comme ça que l'on s'occupait des malades pauvres avant l'assurance maladie. Chaque comté de l'État avait un hôtel-Dieu en plus de son hôpital de comté. Ils étaient gratuits, ils étaient adéquats et permettaient à quiconque de s'y rendre. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'à partir des années 50, les hôpitaux de comté et quasiment tous les hôtels-dieux ont fini par être fermés pour des raisons de justice, mais également pour des raisons économiques. Laguna Honda a certainement été le dernier hôtel-dieu aux États-Unis. C'est là où se rendaient les plus pauvres des pauvres et donc les patients que j'y retrouvais étaient très inhabituels. Ils n'avaient rien à voir avec la moyenne des Américains. Ils étaient les plus grands, les plus petits, les plus gros, les plus maigres, les plus gentils, les plus méchants que j'ai jamais rencontrés. Ils présentaient toutes les pathologies possibles et imaginables. Et s'il y avait une occurrence d'une maladie sur 100 000, eh ben, moi, je la voyais là-bas. Donc, j'ai beaucoup appris là-bas. Et je me suis rendu compte que, au moment d'admettre un patient, la chose la plus importante à faire, c'était de les voir dès leur arrivée, avant de regarder les documents, avant même de parler à leur famille. Ce n'était pas ce que l'on m'avait dit, ce que l'on m'avait enseigné, mais de cette manière, je pouvais arriver à mes propres conclusions sans être influencée par un quelconque diagnostic initial. Et donc, dès qu'un patient arrivait, qu'il était au lit, j'essayais de le trouver. Je m'asseyais auprès de lui, sur son lit ou dans un fauteuil, je le regardais. Et c'était le début d'une relation à très long terme. Tout ce qui arrive se voit à ce moment-là. Je voyais à quel point ils étaient propres ou sales, s'ils étaient heureux, malheureux, s'ils avaient peur, s'ils étaient perplexes, s'ils étaient paisibles. Je me rendais compte à quel point ils étaient malades. Je me rendais compte à quel point ils étaient remplis de vigueur, ce qui est extrêmement important. On parlait pas beaucoup, mais on parlait un petit peu. Quoi qu'il en soit, j'examinais le patient. À l'heure actuelle, on essaie de discréditer, voire de bannir tout examen physique, puisqu'il n'est pas fondé sur des données probantes, il n'est pas objectif. Pourtant, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus constructif qu'un examen physique approfondi d'un patient. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas traditionnel, ce n'est pas tout simplement pour renforcer la relation entre le patient et son médecin. C'est tout simplement parce que le corps, c'est le lieu du diagnostic. Le corps, c'est là où se trouve le problème. Le corps, c'est ce que nous apporte le patient. Ensuite, je me retournais dans mon bureau et regardais les documents page après page. Je trouvais toujours des divergences, des diagnostics discordants, différents médicaments pris pour le même problème. À ce moment-là, je parlais avec la famille, j'appelais l'ancien médecin pour essayer d'établir le diagnostic réel et j'établissais des priorités. Enfin, j'écrivais un historique du patient en utilisant la méthode de la médecine moderne avec un plan. J'établissais un plan que j'affinais au fil des jours jusqu'à ce que les choses soient claires. Alors pour les économistes de la médecine, ce temps c'est pas une optimisation des ressources et pourtant ça marchait bien. À titre d'exemple, un patient venait... Des patients venaient à l'hôpital, ils prenaient 15 à 20 médicaments, mais ils n'en avaient besoin que de 5.
Ces médicaments s'étaient accumulés au fil du temps. Les médecins n'avaient pas le temps de vérifier les ordonnances existantes sans rationaliser le tout. Ils ne faisaient que les renouveler. Ils prenaient tous ces médicaments dont ils n'avaient pas forcément besoin. Et donc poser le bon diagnostic, et faire en sorte de ne pas prendre tous ces médicaments superflus avec tous leurs effets indésirables, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais au final, ça économisait bien plus d'argent que cela n'a coûté. C'était plus lent, mais c'était bien mieux. Plus de temps pour les patients. Ça voulait dire que j'avais le temps de faire bien les choses, ce qui, à mon sens, est bien mieux. Ça veut dire que le patient est heureux, le médecin est heureux, on pose le bon diagnostic, on établit le bon traitement pour moins d'argent. Pour moi, ça c'est l'efficience de l'inefficience. Et c'est une bonne manière d'optimiser les ressources. Dans l'intervalle, j'étais retournée à l'université, j'avais commencé ma thèse de doctorat sur Hildegard von Bingen. Moi, je voulais comprendre en quoi sa médecine était très différente. Moi, je voulais l'étudier de l'intérieur en apprenant sa langue, en apprenant sa culture, en apprenant l'histoire qu'elle connaissait. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai appris le latin médiéval, l'allemand, l'histoire médiévale, l'histoire médicale. J'ai pris des cours d'anthropologie médicale, de folklore. J'ai lu ce qu'elle avait écrit dans ses manuscrits originaux. J'ai étudié tous les manuscrits du XIIe siècle sur lesquels je pouvais mettre la main. J'ai expérimenté, j'ai fait pousser ces plantes médiévales dans mon jardin, j'ai préparé ces sirops, ces bières. Et j'ai même fait ces biscuits antidépression. J'ai fini par comprendre en quoi son modèle corporel différait de notre propre modèle mécanique. Notre idée, c'est que le corps est fondamentalement une machine, ou, comme vous pouvez le voir sur cette image de Fritz Kohn, une collection de machines. Le cerveau, c'est un ordinateur, il y a des pompes, il y a des vérins, et donc la maladie, c'est un problème mécanique. Le rôle du médecin, c'est de voir ce qui ne va pas, de le réparer, voire de le remplacer. L'idée du corps de Hildegard, je me suis rendu compte, était très différente. Son idée, c'était que le corps ressemblait bien plus à une plante qu'à une machine, que le médecin était plus un jardinier qu'un mécanicien. Alors, quelle est la différence? Allez-vous me demander? Eh bien, la différence, c'est que quelqu'un d'autre doit réparer une machine qui est en panne, mais une plante doit se réparer elle-même. Ou, dans les mots de Hildegard, sa viriditas, son pouvoir régénérant. Elle partait du principe que le corps, comme une plante, avait sa propre viriditas, son propre pouvoir régénérant, et que le boulot du médecin, c'était de l'alimenter et d'éliminer tous les obstacles, comme le fait un jardinier. Mais je ne comprenais pas exactement ce qu'elle voulait dire jusqu'à ce que je tombe sur une patiente en particulier, Terry Baker. Terry Baker était une SDF qui vivait dans la rue avec son copain Mike. Il fumait, il buvait, il se droguait. Un jour, elle s'est réveillée, elle était paralysée à partir du cou. Étant donné que la ville de San Francisco avait son hôpital de proximité, elle a été admise. Et en 3 jours, ils ont posé un diagnostic, à savoir myélite transverse, une maladie virale rare qui ne connaît pas de traitement, mais qui en général va mieux au bout d'un certain temps. Et ils l'ont donc envoyée à Laguna Honda pour sa convalescence, et c'est là que je suis devenue son médecin. Et sa santé s'est améliorée. Très rapidement, elle a commencé à pouvoir bouger, à pouvoir se mouvoir, mais le 1er du mois est arrivé. Et le 1er du mois, c'est là que les SDF obtiennent leurs prestations sociales
et donc leur argent. Mike est arrivé avec des drogues, avec de l'alcool. Terry est partie avec lui, aller chercher son argent, et elle n'est jamais revenue, tout du moins pas pendant 1 an. Ultérieurement, j'ai appris qu'au cours de ces 12 mois, elle est allée aux urgences 28 fois. Une fois, à cause des coups que Mike lui avait infligés, Mike l'ayant abandonnée dans la rue. Elle a fini par développer une énorme escarre en restant dans son fauteuil roulant. Elle a subi 3 opérations pour essayer de poser une greffe de peau, mais ça n'a jamais marché. Le 1er du mois arrivé inlassablement, Mike se pointait et tout recommençait. Cette escarre a fini par être tellement énorme que toute transplantation de peau était inutile. Les médecins l'ont renvoyée à Laguna Honda, où je l'ai retrouvée. Quand j'ai vu l'escarre de Terry pour la première fois, j'étais choquée. C'était la plus grande lésion que j'avais vue de ma vie. Elle commençait au milieu de son dos jusqu'à son coccyx. Et elle était tellement profonde qu'on voyait toutes ces cellules mortes, mais au fin fond de la lésion, j'y voyais de l'os, j'y voyais la colonne vertébrale de Terry. Les médecins, les chirurgiens avaient raison, on ne pouvait pas faire de greffe de peau. Et Terry risquait l'infection, une infection mortelle. Je ne pouvais pas lui donner d'antibiotiques en prophylaxie, je ne savais pas quoi faire, donc je suis retournée dans mon bureau et j'y ai réfléchi. Je me suis dit, Terry Baker va certainement mourir d'une maladie médiévale à notre ère moderne. Et puis, j'ai vu cette plante qu'un patient m'avait donnée il y a des années, qui était devenue gigantesque. Je me suis dit, cette escarre est une catastrophe. C'est certainement ce qui va mettre un terme à la vie de Terry. Et puis, je me suis demandé ce que Hildegard von Bingen aurait fait. J'ai réfléchi à cette notion de viriditas. Dans le corps de Terry, il y a cette force vitale. Et peut-être que Hildegard ne ferait pas grand-chose à part enlever les obstacles à cette viriditas. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui constitue ces obstacles? Bien, il y avait tous ces tissus morts. Il y a tout ce qui donnait à Terry de l'inconfort, un matelas trop dur, des plis dans ses vêtements, tous les médicaments dont elle n'avait pas réellement besoin, les incertitudes, la peur, le désespoir. Et puis je me suis dit, ce qu'Hildegard ferait, c'est de renforcer le viriditas de Terry avec des bonnes choses, une bonne alimentation, de l'air frais, du mouvement. Donc j'ai établi mon ordonnance et c'était incroyable de voir la vitesse à laquelle l'ordonnance de Hildegard a fonctionné. Mais le 1er du mois est arrivé et comme d'habitude, Mike s'est pointé. Il était plutôt mignon, il portait des jeans très serrés, il était fier. Les infirmières l'ont fait attendre en salle d'attente et on a vu Terry s'approcher de lui dans son fauteuil roulant pour aller le voir dans la salle d'attente. Ils y sont restés pendant un bon moment. À la fin, la porte s'est ouverte, Mike est sorti, il est parti. Elle l'avait enfin fichu dehors, elle lui avait dit de ne plus jamais revenir. Elle a arrêté de fumer, son appétit s'est amélioré et cette escarre a commencé à se remplir, à se combler. Je ne la vérifiais qu'une fois par semaine et les progrès semblaient absolument incroyables. C'était un petit peu comme ces vidéos qu'on nous montrait à l'école avec ces plantes qui grandissent. J'ai vu cette escarre luire, puis apparaître du muscle, du gras, des tissus subcutanés. Et ce trou est devenu de moins en moins profond, de plus en plus petit, jusqu'à ce que n'apparaisse plus qu'une croûte sur la peau de Terry et que cette croûte disparaisse pour que de la peau neuve apparaisse. Ça a pris du temps, ça a pris 2 ans et demi. Mais on avait tout le temps du monde, et elle aussi. Those years.
Et à la fin, les services sociaux ont trouvé une famille dans le Midwest qui était prête à l'accueillir. On lui a acheté un billet d'avion, elle est allée rejoindre cette famille et elle y a passé de nombreuses années sans retourner vivre dans la rue. Terry a changé ma façon de pratiquer la médecine. Après Terry, j'ai examiner mes patients, pas uniquement avec le regard d'un médecin moderne, en me demandant ce qui n'allait pas et comment je pouvais réparer le problème, mais j'ai apprécié les patients dans le contexte de leur environnement. Et je me suis demandé ce que je pouvais faire pour lever les obstacles à cette viriditas. J'ai constaté à Laguna Honda que quelle que soit la façon dont on s'y prenait, qu'on agisse comme mécanicien ou comme jardinier, les deux solutions pouvaient fonctionner. C'était une question de timing. Et j'ai vu que mes patients pouvaient profiter des deux de façon utile, un peu comme le fast food et le slow food. Et c'est à ce moment-là que j'ai appelé ma pratique slow medicine, par opposition à la fast médecine comme le fast food et le slow food. Et cela fonctionnait pour des patients qui avaient des maladies chroniques à évolution lente, par opposition à la médecine rapide que j'utilisais également et qui était particulièrement efficace en cas d'appendicite, de crise cardiaque ou même de cancer, mais qui ne marchait pas très bien pour les patients qui se remettaient d'une appendicite ou d'une crise cardiaque. Il est facile d'opposer la médecine rapide et la médecine lente, mais en réalité, les deux doivent aller de pair. De même que nos deux yeux nous donnent un regard différent et mis ensemble permettent d'avoir une vision en 3 dimensions. À ce moment-là, j'avais terminé mon doctorat sur Hildegarde et j'ai décidé de faire un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, 2000 km à travers la France et l'Espagne. Au fond, pourquoi avais-je envie de faire ce pèlerinage? Qu'est-ce qu'un pèlerinage? Un pèlerinage, c'est un cheminement spirituel qui vise à rallier une église ou une montagne. Et c'est un terme qui veut dire, par son étymologie, que l'on doit traverser un certain territoire. Donc, tout pèlerinage veut dire que l'on traverse des terres qui nous sont étrangères et que l'on est soi-même un étranger. Au Moyen-Âge, les pèlerins avaient un statut particulier. On avait coutume de penser que nous étions tous en réalité des pèlerins, que nous devions quitter notre lieu de naissance et à terme effectuer un cheminement spirituel jusqu'à la mort. Et donc effectuer un pèlerinage physique, c'était donner corps à cette métaphore. Il y avait différents pèlerinages au Moyen-Âge à Jérusalem, à Rome et à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui étaient le plus exotiques en quelque sorte. C'est au IXe siècle que l'on a vu l'émergence de ce pèlerinage avec le corps de Saint-Jacques qui était arrivé d'un navire en provenance de Jérusalem. Après quoi, une cathédrale a été bâtie pour que les pèlerins puissent y trouver refuge. C'est un lieu de pèlerinage qui a connu un vif essor et au XIIe siècle, des centaines de milliers de pèlerins se mettaient en route vers Saint-Jacques chaque année pour pouvoir s'approcher de cette relique. Mais après le Moyen-Âge, avec la Réforme, ce pèlerinage est tombé en désuétude jusque dans les années 80. Mais quand j'ai constaté que c'était encore possible d'effectuer ce pèlerinage, je me suis mise en route. J'ai cherché un ami qui aurait pu m'accompagner, mais finalement, Rosa, qui avait fait ses études de médecine avec moi, a décidé de m'accompagner. Nous avons mis 2 mois et nous avons décidé en réalité de faire 1 mois par an pendant 4 ans pour ces différentes étapes. Nous avons fait une vingtaine de kilomètres par jour en passant la nuit dans des chambres d'hôtes et c'est ce que nous avons fait les 4 années suivantes. Nous nous sommes mis en route à chaque fois au début du mois de septembre, qui était une période très agréable en France et en Espagne. Et chaque année,
nous reprenions exactement le chemin là où nous l'avions arrêté l'année précédente. Nous chaussions nos chaussures de marche, nos bâtons de pèlerin, nos vêtements de marche et nous nous mettions en route. Et chaque année, quand nous nous mettions en route à nouveau, j'avais l'impression de reprendre le chemin là où je l'avais arrêté l'année précédente sans que le temps n'ait avancé. Et ainsi, j'ai pu rapporter avec moi une expérience particulière. J'aimerais expliquer ce que cela a changé. La troisième partie des Pyrénées en France traverse jusqu'à l'Espagne et ensuite traverse différentes régions espagnoles, notamment le Pays Basque et la Castille. On traverse donc énormément de contrées et l'on entend parler différentes langues. Et j'ai ensuite retrouvé mon groupe, entre guillemets, un groupe informel. Et ces groupes informels font que la plupart des personnes parcourent la même distance chaque jour à une certaine vitesse. Certains marchent plus vite, arrivent à destination, font la sieste, prennent une bière, et les autres mettent plus de temps, mais arrivent quand même à la même étape à la fin de la journée. Et on a donc des groupes qui se constituent de façon informelle, les Américains, les Français, les Espagnols, mais ce jour-là, nous avons marché plus vite et nous avons dépassé notre groupe. Nous sommes allés dîner ce même jour, nous avons commandé et j'ai constaté qu'à la table, à côté de nous, il y avait deux autres Américaines qui avaient plus ou moins le même âge, qui faisaient aussi le pèlerinage. Et j'ai vu que un peu plus loin, on trouvait également des Allemands. On avait le groupe qui chantait en français, mais qui en réalité était belge et qui jouait de la flûte à bec. Et on avait également un Norvégien qui avait remplacé le Danois de notre groupe. Et il y avait également un groupe d'Espagnols, mais un autre groupe d'Espagnols et non pas le nôtre. En gros, c'était tout un groupe de pèlerins qui effectuaient le voyage en même temps, mais ce n'était pas notre groupe. Et moi qui pensais que nous étions un groupe unique en son genre, qui effectuait son pèlerinage et qui vivait ses aventures pour la première fois. Mais en réalité, peu avant nous, un autre groupe quasiment identique nous précédait. Et ils étaient également persuadés d'avoir une autre version de leur sous-groupe avec nous. Et voilà ce que j'ai emporté comme expérience avec moi cette année-là. Et j'ai constaté que mes patients, en réalité, étaient pratiquement interchangeables. J'ai toujours eu coutume de les voir comme un groupe. Mais après cette troisième année de pèlerinage, j'ai constaté qu'avec les groupes de médecins, d'infirmières, etc., à l'hôpital, on avait certes un groupe unique en son genre, mais qui ne l'était pas tant que cela. Et il en allait de même pour mes patients. En d'autres termes, on pouvait tout à fait comparer cette expérience à celle des groupes de pèlerins. En d'autres termes, nous étions là pour jouer un rôle et ce jour-là, j'étais le médecin et le patient était le patient, mais le lendemain, cela pouvait être l'inverse. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder de plus près mes patients. Et je me suis demandé qui jouait quel rôle. Et j'ai cru percevoir dans le regard des patients et des infirmiers, des infirmières, la même interrogation. Et cela m'amène à ce qui s'est passé à Laguna Honda quand quelqu'un a décidé de venir mettre son nez dans la façon dont nous travaillons. Finalement, le ministère de la Justice, les avocats ont mis leur nez dans le Laguna Honda et ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas apprécié la volière, la basse-cour et ces grands espaces ouverts. Et ils ont demandé à la ville de San Francisco de fermer cet hôpital et de construire un nouvel établissement flambant neuf.
Énormément de batailles ont été menées, il y a eu des lettres aux journaux, des protestations, des manifestations, des licenciements, et j'ai moi-même décidé de prendre du recul pour m'interroger sur ce que j'avais vécu sur place pendant ces 20 années. Et ce que je me dis, c'est que ces 25 dernières années, en tant que médecin, j'ai vu qu'il y avait eu un mouvement de balancier de la médecine personnelle vers la médecine efficace. Et j'ai pu constater à quel point cette efficacité, cette efficience était en réalité inefficace. Les coûts de la santé augmentent année après année. Alors, il y a des analyses qui ont été faites, mais personne ne sait en réalité pourquoi. Donc, j'aimerais conclure en vous montrant ce que je sais, c'est-à-dire ce qui s'est passé au Laguna Honda pendant les 20 ans que j'y ai passé. Pour réduire les coûts, en 20 ans, on a réduit d'un tiers le nombre de patients, de 1178 à 780. En même temps, le nombre de médecins est passé de 32 à 9. Et le personnel soignant, est-ce qu'on voit mieux? Le personnel soignant, quant à lui, est également passé de 1500 à 1200. Et pourtant, malgré toutes ces réductions de personnel et de nombre de patients, le budget a augmenté chaque année. Pourquoi? En raison du personnel administratif, des administrateurs. On a donc eu moins de patients, moins de médecins, moins de personnel soignant, mais en réalité, le nombre total des collaborateurs est resté stable. Il y a donc eu plus d'administrateurs. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces administrateurs? C'était difficile à dire, mais par contre, ce qui a augmenté au Laguna Honda, c'est le nombre de formulaires qu'il fallait remplir. Quand je suis arrivée, on devait remplir 2 formulaires à 4. Le jour où j'ai quitté l'hôpital, j'ai pris un dossier et j'ai compté pour voir combien il y avait de formulaires dans le dossier. 43 formulaires en tout. Et aucun n'était une page à 4. C'était des formulaires de 3 pages, de 5 pages, de 20 pages. Il y avait tellement de formulaires que les dossiers craquaient tellement il y avait de formulaires. Et là, donc pour essayer de mieux comprendre le phénomène, j'ai fait ce graphique à l'époque. Comme vous le voyez ici, je crois que cela vous donne une bonne idée. On voit que la ligne correspondant aux patients diminue, la courbe correspondant aux médecins diminue, personnel clinique reste plus ou moins stable, le budget augmente, et là on a le nombre de formulaires. Et comme vous le voyez, si les choses devaient se poursuivre selon la même tendance, en 2024, on aurait 0 patient au Laguna Honda, on aurait 2 médecins, on aurait 1400 membres du personnel soignant, on aurait un budget de 275 millions de dollars et on aurait un nombre infini de formulaires. Moi, j'appelle ça faire moins avec plus. Et c'est exactement la même chose que l'on observe à l'échelle de tous les États-Unis et même dans le monde. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, ici, on a l'augmentation du personnel médical et des administrateurs aux États-Unis. Vous voyez que depuis 1970, le nombre de médecins a plus ou moins doublé. La ligne noire, c'est le budget, et en jaune, ce sont les administrateurs qui, eux, ont été multipliés par 30. Là, on a le travail administratif, la paperasserie, qui est passé à pratiquement 700 millions d'heures par an. Et tout comme au Laguna Honda, les budgets ont explosé. Et on voit la même chose pratiquement partout dans le monde. Donc, l'idée, c'est de se demander si, dans un souci d'efficacité et d'efficience, on n'a pas pris certaines décisions de façon erronée avec les HMO, le virtuel, etc. En Suisse, tout comme aux États-Unis, les médecins vont passer tout leur temps, et même plus que tout leur temps, face à un écran d'ordinateur. Ils n'auront plus le temps d'examiner leurs patients, de réfléchir à ce que pourrait bien avoir leurs patients et de réfléchir au traitement approprié, ce qui n'est pas bon pour les patients, ce qui n'est pas bon pour les médecins, ni pour les coûts. Alors, la question maintenant est de savoir si
la slow medicine, comme je l'appelle, la médecine lente, est en réalité plus efficiente que la médecine rapide. Eh bien, on peut le prouver. Et je crois que c'est un débat que nous pouvons ouvrir maintenant, une fois que j'en aurai terminé, j'ai pratiquement terminé, parce que 2 nouvelles études se sont penchées sur ces 2 façons de prendre en charge les patients, la façon rapide et la façon lente. Et sur ce, j'aimerais conclure en disant que consacrer plus de temps aux patients, c'est un petit peu comme ce puzzle, nous devons trouver le temps nécessaire, nous devons dégager du temps pour nos patients parce que sinon nous serions comme des médecins qui travaillent sur une chaîne de montage. Et pour plus de renseignements, je vous invite à lire mon livre Slow Medicine et je vous laisse sur cette image et vous savez bien qui est arrivé le premier. Thank you very much. Merci beaucoup, Victoria, pour cette présentation tout à fait passionnante. Elle comprend très bien le français, donc on a du temps pour des questions. Vous pouvez les poser en français ou en anglais selon votre préférence. Par contre, elle répondra très certainement en anglais. Donc pour ceux qui ont la traduction simultanée, vous pouvez la utiliser. Il y a des micros qui vont circuler avec les étudiants. Ils sont là. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous lever votre main si vous avez une question? Quelqu'un derrière, s'il vous plaît. Merci, docteur. Je suis très impressionné qu'aux États-Unis, c'est peut-être le fait de gens intelligents, on soit intéressés par Hildegard de Bingen, cette femme qui s'est même permis d'enguirlander 2 papes. Et à part ses talents de compositrice et sa médecine, je trouve étonnant que vous ayez réussi à convaincre vos collègues, votre cadre. Mais finalement, la question, qu'est-ce qu'il est devenu de votre hôpital où vous vous sentiez si bien? Et a-t-on créé ce super nouvel hôpital? Et ce qui se passe là-bas près de Frisco, est-ce que ça se passe aussi aux États-Unis, ailleurs que dans les cercles d'anciens hippies? I think I understood most of that. Alors, je parlais français juste pour l'idée, mais probablement je vais changer en anglais après. So, pour l'hôpital, on a créé une jolie nouvelle facility, healthcare facility. That's about it. It's beautiful. Donc, un nouvel établissement flambant neuf, magnifique. Tous les patients ont leur propre chambre privée. Et tous ceux qui ont connu l'ancien hôpital regrettent ces grands espaces où on pouvait circuler librement. Mais l'hôpital a déménagé, tous les patients ont déménagé. Cela fait maintenant 8 ans que l'on a fait le transfert. Et en réalité, c'est la même bataille que celle que l'on livre à travers les États-Unis. En d'autres termes, ce sont les ordinateurs qui occupent toute la place. Alors, le lieu n'a pas énormément changé parce que les patients sont les mêmes, c'est vrai, mais l'on voit qu'il y a ces pressions pour que nous soyons plus efficients, que l'on laisse partir les gens plus vite, etc. Quand on avait ces grandes salles avec ces grands espaces ouverts, on trouvait toujours un endroit pour les patients, alors qu'avec les chambres privées, c'est plus compliqué pour trouver une place, pour décider quand les gens peuvent rentrer chez eux, etc. Et je crois que c'est plus difficile aux États-Unis avec ce nouveau système. Je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse. Et d'autre part, est-ce que c'est identique partout aux États-Unis ou pas? Pour autant que je puisse dire, c'était le seul hôpital de ce type aux États-Unis et j'ai pu parcourir d'autres
États, mais il y a des endroits semblables qui ont fermé plus ou moins à la même époque. Je ne pense pas qu'il y ait d'établissements comparables à ce jour aux États-Unis, ce qui me semble tout à fait regrettable. Ça marche? Ouais. Je suis professeur de marketing et je travaille sur le marketing et la qualité de vie et je travaille sur les patients atteints de cancer et la qualité de la vie de ces patients. Ma première question est la suivante. Dans le dossier de présentation, on dit que vous vous intéressez à une approche qui n'est pas logique. En tout cas, c'est ce que l'on dit. Or, selon moi, c'est une approche tout à fait logique, mais simplement le point de vue est différent. Et en démarche scientifique, parfois on attaque les médecines alternatives en disant qu'elles ne sont pas scientifiques. Non, c'est simplement un cadre différent. Alors, ma première question est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'écart qui existe entre tout ce qu'on vous a appris à l'université, tout ce cadre conceptuel que vous avez appris, et d'autre part, la médecine ayurvédique ou autre? Et pouvez-vous nous en dire plus sur l'interaction entre qualité de la vie et soins? Je pense que nous pouvons rendre le patient plus actif et en faire un acteur de sa prise en charge. Comment peut-on créer une dynamique où les patients, le personnel infirmier, le personnel soignant peuvent travailler de concert? Eh bien, quand j'ai dit que ce n'était pas une démarche logique, c'est que pour ce qui est du fonctionnement du corps humain, on a en réalité un organisme complexe. Une machine fonctionne d'une certaine manière et chaque partie de la machine a sa propre fonction. Alors que dans notre corps, on a des éléments constitutifs qui font plusieurs choses à la fois. Si on considère le corps humain comme une machine et que l'on remplace des pièces, on n'a rien compris. Et si l'on administre des médicaments pour réduire l'hypertension artérielle, eh bien, il y aura des effets secondaires. Donc, il faut bien comprendre que le corps humain est un organisme complexe et que l'on ne peut pas prendre les choses de façon linéaire et simpliste. Et en tant que scientifique, et si je me remémore mes cours de mathématiques à l'université, je ne pense pas que nous puissions décomposer le corps humain en parties qui ont une interprétation univoque. Et l'image de la plante est très utile parce que c'est une nouvelle façon de voir les choses. Quand je vois arriver un patient pour la première fois, j'essaye de voir effectivement ce qui ne va pas dans son état, mais en même temps j'essaye de prendre du recul et de voir le patient dans sa globalité pour voir ce qui se dégage du patient. Donc ce sont deux angles d'approche différents en réalité. Donc ça serait la réponse à la première question. Ensuite, le patient qui doit participer au processus de guérison, eh bien, pour ma part, il y a une distinction entre les patients qui souffrent d'une maladie aiguë, de douleurs intenses et de la période qui suit. Moi-même, quand je souffre, je ne pense pas que je sois en mesure de prendre une décision. Et en réalité, j'ai besoin que quelqu'un d'autre s'occupe de moi. Mais par la suite, c'est différent. Effectivement, une fois qu'on a pratiqué une intervention chirurgicale, effectivement, à ce moment-là, le patient peut tout à fait avoir voix au chapitre et être actif. Et d'ailleurs, c'est un bon témoignage de la guérison du patient. Et le patient peut tout à fait participer. Et lui aussi, il peut se demander, mais finalement, qu'est-ce qui m'empêche de guérir, de me sentir mieux? Ce qui m'intéresse, c'est cette analyse qui
consiste à dire que notre état naturel, c'est d'être en bonne santé, de nous sentir bien et d'être heureux. Et il faut parfois se demander ce qui nous empêche d'être dans cet état. Je pense que c'est une analyse qui peut être utile. Oui, merci. Je vous remercie beaucoup de votre exposé. Moi, je pense à l'avenir, à l'avenir de l'humanité. Oui. Est-ce que vous ne pensiez pas qu'on pourrait intégrer des cours, des leçons dans les collèges pour apprendre aux adolescents à se connaître soi-même? On pourrait mettre des programmes dans les collèges ou bien dans les lycées ou autres, à apprendre aux gens à se connaître. Comme on est tous différents, on peut difficilement aller voir un médecin qui ne vous connaît pas tellement, puis essayer d'avoir un diagnostic. Est-ce que ce diagnostic, il ne pourrait pas commencer très tôt dans le fait que l'être humain, il est comme il est, on est tous différents, il pourrait apprendre déjà à se connaître. Comment est-ce qu'il réagit en fonction des pressions atmosphériques, en fonction de l'humidité, du climat, etc. Est-ce que ça ne serait pas quelque chose d'utile pour votre travail? Voilà, je vous remercie. Could you sort of translate that for me? Whether we should learn to the people when they are young already, still at school, to better know themselves. Well, so where... Eh bien, alors, ce que je dirais, c'est que, en réalité, alors, essayons de voir ce qui empêcherait les élèves d'y arriver. Ce que j'ai vu, moi, chez ces jeunes élèves, c'est qu'ils sont très doués. Ils sont naturellement curieux, doués, ouverts. Alors, qu'est-ce qui les empêche, effectivement, de s'épanouir? Je crois que ce qui les empêche de nos jours, c'est assez évident. Finalement, si on passe son temps à marcher dans la rue en regardant un écran de téléphone, on ne va pas apprendre grand-chose. Donc, il faut vraiment occuper cet espace, trouver cette marge. Et quand je donne des cours, ce que je dis à mes étudiants, c'est... Enfin, j'essaye de convaincre mes étudiants du fait que le fait de s'adonner à plusieurs tâches en même temps, le multitâche est impossible en réalité. L'esprit n'est pas capable. On peut certes peut-être à la limite écouter de la musique et en même temps faire une tâche qui demande peu de concentration, mais on ne peut se concentrer que sur une tâche à la fois. Et il est utile également d'apprendre aux jeunes que c'est bien parfois de ne rien faire. Et ils ne le font pas aux États-Unis. L'idée, peut-être, et là je vais peut-être vous dire quelque chose qui pourra être considéré comme une hérésie, mais je regrette en un sens le tabagisme. Bon, je n'ai jamais fumé moi-même, donc je peux le dire, mais finalement, si on y réfléchit bien, le fait d'aller fumer une cigarette, ça donnait aux gens 20 ou 30 occasions par jour où ils se détendaient, où ils s'arrêtaient de faire quelque chose, ils s'arrêtaient de penser, ils discutaient et ils se détendaient plusieurs fois par jour. Et on a perdu cette idée que l'oisiveté était bonne, que parfois c'était bien de ne rien faire, même de ne pas écouter de musique. Et le terme de vacances est lié au terme de vide. Et effectivement, quand on est en vacances, il faut laisser la place au vide. Et ce que j'essaye de dire à mes étudiants, c'est que parfois, il faut faire le vide pour que autre chose, quelque chose de nouveau, puisse surgir. Hello. Thank you for your brilliant talk. Bonjour, merci pour cette conférence absolument brillante. Je suis ici. Alors, quelqu'un a dit, il faut écouter le patient, il va vous murmurer le diagnostic. Alors, les ordinateurs, les technologies, elles ont tous leurs avantages. Maintenant, je me demandais comment les mettre au service de la médecine. Vous pouvez répéter, comment utiliser les technologies, les nouvelles technologies, par exemple le dossier électronique du patient, et les mettre au service de la médecine lente, la slow medicine. Eh bien,
revenons à l'élimination des obstacles. Ces dossiers électroniques, la manière dont ils sont conçus, sont des obstacles. Peut-être faut-il les reconcevoir, les repenser. Ils pourraient être utiles, ces dossiers électroniques, si il consignait tout ce que le dossier papier consignait. Moi, en écrivant le dossier du patient, il fallait que je réfléchisse, que je synthétise, que j'écrive l'historique du patient. Ça, c'était très utile. Les dossiers électroniques, à l'heure actuelle, ont complètement détruit cette possibilité-là. Donc, on doit les repenser. S'ils étaient repensés, ce serait fantastique. Ce que j'aimais pas avec le papier, c'est que le patient était à l'hôpital, ailleurs. Je n'avais aucune manière de savoir ce qui s'était passé. Alors, l'interopérabilité du dossier électronique, c'est fantastique. Moi, je ne pense pas que l'ordinateur arrive à la cheville de l'esprit et du cerveau humain. Les dossiers électroniques doivent être repensés. Je ne sais pas si ça répond à votre question vraiment, mais voilà ce que je pense. Voilà, merci beaucoup. C'est vrai que c'était agréable comme un moment au jardin ou une promenade à travers la nature. Et merci. Cela dit, il y a une question qu'on n'aborde jamais. Merci aussi aux médecins d'ici qui ont organisé cet événement. Mais c'est le fait que la science médicale aujourd'hui est pour l'essentiel fallacieuse. C'est-à-dire qu'elle est erronée pour des raisons épistémologiques. Les rédacteurs en chef des principales revues médicales le disent. L'université d'Oxford s'est attelée à la tâche en disant mais on ne peut pas aller de l'avant avec des études qui sont aussi fausses. Et puis il y a un élément que la plupart des gens ignorent, qui est la crise de leur reproductibilité, qui est quand on essaye de reproduire les recherches dont on dit qu'elles ont démontré ceci ou cela, 9 fois sur 10, on ne trouve pas les mêmes résultats. Donc toute cette logique qui façonne l'art de soigner aujourd'hui, et ça remet en cause évidemment l'intégrité d'aucun médecin en tant que personne, mais dans le système, on a un énorme problème épistémologique et que personne ne veut voir ou que personne ne donne l'impression de prendre en compte dans réellement toute son envergure. Et corrélé à une certaine négation de la personne humaine. C'est l'époque des examens en première année de médecine. Moi, je suis estomaqué qu'en 2018, on fasse encore subir ça aux étudiants, qui aient besoin d'une sélection, c'est une évidence, mais avec des moyens aussi pathogènes et aussi humainement brutaux, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut défendre un système pareil. Aujourd'hui, et je terminerai avec ça, 50% des post-doctorants dans les systèmes académiques sont à la limite du burn-out. 50%. Donc on est dans des systèmes qui sont devenus pathogènes, qui ne tiennent pas compte de la réalité humaine, mais, et c'est là le cœur de mon interpellation, qui sont épistémologiquement faux. Donc c'est vraiment une opposition de ma part, pas idéologique, mais scientifiquement, on a un énorme problème. Est-ce que vous aviez... C'était un commentaire plutôt de votre part, j'imagine, plutôt qu'une question. Une part de question. Vous aimeriez que Victoria réagisse à ça? Did you understand? It was okay. Not so well. The argument is that the medicine today is based on evidence that is not correct. That the studies are not reproducible. That the science is not okay. That gives us the evidence to practice medicine. So that was one of the. Do you want to comment? Maybe I don't really know how to comment really to that. Je ne sais pas vraiment comment réagir à cela. Il est vrai que, d'une certaine manière, il y a la question des profits, la question de la non-répétabilité des résultats. Mais ce qui me dérange dans la médecine actuelle, au moins aux États-Unis, c'est la question du profit qui l'emporte généralement sur les études en elles-mêmes. Moi, je les étudie avec attention. Ce que j'adore lire dans ces études, c'est le groupe placebo. En effet, le groupe placebo, c'est celui qui ne reçoit rien. Or, 40 à 50% du temps, ils ont des résultats qui sont tout aussi bons. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que les compagnies pharmaceutiques demandent maintenant, disent que c'est trop compliqué d'avoir un groupe placebo, ils veulent s'en passer entièrement pour des raisons très évidentes. Parce qu'à ce moment-là, on dirait que leurs médicaments ne fonctionnent que 50% du temps. Moi, ça me dérange beaucoup. Je pense que notre connaissance du corps...
comparé à il y a 150 ans, c'est incroyable d'imaginer ce que l'on sait. Et quand je parle de connaissance, de savoir, bon, quand je donne à un patient un médicament et que leur cancer s'en va, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec là où on en était quand j'ai commencé mes études de médecine. Alors, les compagnies pharmaceutiques, le marketing me dérangent. Maintenant, la science... la science va bien mieux qu'à l'époque d'Hildegarde où chacun avait ses potions. Lorsqu'on a ce genre de choses, c'est très difficile d'avancer. Je crois qu'on va s'arrêter après parce que le temps est tourné. Okay. So, Dr. Sweet, thank you very much. Dr. Sweet, merci beaucoup pour cette conférence qui était très intéressante. Maintenant, j'aurais une question s'agissant de l'efficience. Comme vous l'avez dit, il faut faire plus avec moins. Vous avez parlé des formulaires, des questionnaires qui doivent être remplis. Ces formulaires requièrent plus de documents, plus de justificatifs. Et donc, ma question est de savoir, lorsque vous essayez de libérer du temps à dédier à vos patients, avez-vous eu l'occasion de réviser les formulaires, de réduire le nombre de pages à remplir, de revoir leur efficacité? Bon, la question de ces formulaires est une question très épineuse. Les formules, les protocoles, les paradigmes n'ont pas pour but de s'occuper du patient. Ils sont là pour recueillir des informations. Ils vendent des informations à l'industrie pharmaceutique, au gouvernement. Ils n'aident pas vraiment le patient du tout. C'est plutôt inutile pour le patient que je remplisse ces formulaires. Pourtant, c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, bon, en blaguant, je me suis dit qu'on pourrait adopter une loi pour conserver les formulaires. On a des formulaires, on a suffisamment de formulaires pour tenir toute une vie. Si un administrateur arrive avec un nouveau formulaire, ils doivent trouver un ancien formulaire de la même longueur et s'en débarrasser avant. Et je pense que même pour les premiers temps, à chaque nouveau formulaire, il faut se débarrasser de 2 anciens formulaires pour qu'on ait le même nombre de formulaires et qu'ils ne se multiplient pas. Puis il y a un concept que j'aime bien qui s'appelle la slow administration, l'administration lente. Alors, je ne veux pas dire que ces administrateurs sont l'ennemi. Les administrateurs se conforment aux lois, on leur dit ce qu'ils doivent faire. Mais moi, je pense que les administrateurs devraient pratiquer l'administration lente. À chaque fois qu'ils nous envoient un nouveau paradigme, un nouveau programme, un nouvel email, un nouveau ci, un nouveau ça, eh bien ça enlève du temps à nos patients. S'ils respectaient cela, s'ils nous aidaient à éliminer les obstacles qui se trouvent sur notre chemin, je pense qu'ils se sentiraient mieux dans leur basket. Le point de vue est un petit peu différent, voilà tout. On va s'arrêter là. Merci Victoria et merci à tous de votre participation.